Quand tu seras prêt, allume-moi. Qu'est-ce que t'a coûté la réussite? Sacrifice. J'étais vide. Il y a le grand Chelsea, Arsenal de Wenger, donc c'est vraiment l'âge d'or de la Première Ligue. Je bascule à Villa, Aston Villa, ça tombe dans les derniers jours du mercato. Et à un moment donné, tu es appelé en équipe de France Espoir. C'était clair. C'était le Mali. Et puis c'est tout. Ce game-là, il faut sortir avec la meilleure santé mentale. Du premier coup. Bonjour à tous, c'est Epi et bienvenue sur La Bougie Blanche podcast. Ici, on parlera d'échecs, mais surtout de ce qu'on en fait. Dans chaque épisode, un invité ou une invitée viendra parler d'un échec marquant dans son parcours. Alors, installez-vous bien et bienvenue sous la lumière de La Bougie podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité, ancien international malien, passé par la Ligue 1, par la Première Ligue, le championnat turc, belge et j'en passe. Bienvenue aujourd'hui à toi, Yacouba. Merci à toi, merci. Je suis content d'être parmi vous, avec toi, pour cette première édition. Donc voilà, je m'appelle Yacouba Sylla, j'ai 35 ans, ex-international malien, ancien joueur professionnel de football, donc content d'être là. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Pour la petite anecdote, avec Yacouba, on s'est connus cette année dans le cadre du football, notamment du district. Ça a été une très belle rencontre. Donc depuis, on s'est liés d'amitié. Donc j'ai vraiment insisté. Pour moi, tu étais vraiment la personne qu'il fallait pour ce premier épisode, autant pour ton parcours, mais notamment pour tes valeurs humaines. Donc je suis sûr que tous les spectateurs passeront une bonne heure, en tout cas à nous écouter. Alors Yacouba, pour commencer, la bougie, elle a un message d'abord à te faire passer. Donc je te prie de récupérer cette enveloppe, ici, l'enveloppe noire, de l'ouvrir, de la lire bien évidemment, de lire le message et puis de dire ce que toi tu ressens par rapport à ce qu'elle vient de te dire. Ok. Je suis la bougie blanche. Je n'éclaire pas les réussites, j'éclaire ce qu'elles ont coûté. Quand tu seras prêt, allume-moi. Alors toi, là, la bougie blanche, elle dit qu'elle éclaire pas les réussites. Alors, une question, on n'est pas obligé d'aller forcément dans les détails. Toi, parce que quelque part, tu as réussi quand même dans ton parcours, déjà à être footballeur professionnel. Qu'est-ce que t'a coûté la réussite? Qu'est-ce m'a coûté la réussite? Des sacrifices. Sacrifices. Don de soi. En fait, toutes les valeurs de sacrifice, tout simplement. La réussite, elle vient pas comme ça. La réussite, il faut la provoquer. Après, il y a un facteur chance aussi qui est très important. Donc, il y a plein de ressentis en lisant ce... Ressentis de paramètres. Voilà. Et en plus, le facteur chance, je crois qu'on en reparlera un peu aujourd'hui, justement. Mais je te remercie pour ce message-là. Alors là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais t'inviter donc à allumer la bougie. À partir du moment où tu allumes la bougie, c'est ton histoire qui va éclairer notre épisode d'aujourd'hui. Donc, je t'en prie, prends les allumettes, essaye de ne pas te louper. Et faire ça bien. C'est bon. C'est bon. Du premier coup. Premier coup. Bien joué, Yacoub. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans ce sujet-là, ce qui serait important, c'est j'ai quelques questions à te poser pour que les spectateurs, notamment, te connaissent un petit peu plus, avant justement pour essayer de se mettre un maximum à ta place. Alors, donc, tu es né le 29 novembre 90 du côté d'Étampes, une ville qui a une place particulière dans ton cœur. Alors, comment ça se passe déjà ton enfance? Est-ce que tu as toujours grandi là-bas? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Étampes, c'est ma ville. C'est une ville que... Franchement, il n'y a que les Étampois qui peuvent savoir. Donc là-bas, il y a tous mes frères, il y a la famille. Voilà, j'ai grandi là-bas, c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas. Au niveau du football, voilà, je suis issu d'une famille de 3 frères, donc je suis le deuxième, j'ai un grand frère. Et un autre petit frère qui s'appelle Moussa, qui est actuellement dans le ballon, qui joue à chaque 04. Et un dernier petit frère,
voilà, de 19 ans, qui est là, qui est dans les études et qui est passionné aussi de football. Et une sœur qui est entrecalée entre nous, une magnifique sœur, voilà, qui est là, qui veille sur nous et voilà, qui vient combler la famille d'une présence féminine. Ça fait toujours du bien. Toujours. Donc déjà, dans cette famille, il y a quand même déjà effectivement 2 footballeurs. Comme je le disais, il y a ton petit frère aujourd'hui à Schalke, qui est notamment passé par Monaco, entre autres. Derrière ton parcours, donc tu as commencé à Étampes. Avant, pour la petite histoire, il y avait un club à Étampes, le FC Étampes, où d'ailleurs il y a ton maillot qui est affiché. Derrière, par quel club tu es passé? Ensuite, je suis parti du côté de Brétigny, pour monter d'un cran, comme à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux au niveau régional. Donc, je suis passé par cette étape-là. Donc, après ça, je suis parti du côté de Montferrand, dans un sport-études. Donc, voilà, j'ai pu toucher aux saisons nationaux à l'époque. Et ensuite, je suis revenu du côté d'Étampes parce que, en fait, j'étais dans une structure à l'AS Montferrand qui était omnisport et qui n'avait pas de nationaux à l'étage, dans la catégorie d'au-dessus. Donc, niveau pas suffisant pour voilà, toi. j'ai décidé de revenir auprès de ma famille. Et pendant ce laps de temps, je restais actif et je suis parti, j'ai pris une licence au club de Malesherbes, dans le 45, chez les 18, en DH. À l'époque DH, oui, qui est aujourd'hui Régional 1. Et après, par la suite, je me suis dépatouillé pour trouver une opportunité d'intégrer une structure professionnelle. Donc, c'est là que j'ai atterri au Stade Malherbe de Caen pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 années, j'ai pas été conservé. J'ai retracé mon chemin et j'ai eu l'opportunité d'intégrer la structure du Clermont Foot en équipe réserve. Donc, j'ai fait 4 mois avec l'équipe réserve et suite aux bonnes prestations et aux besoins de l'équipe première, je suis monté avec l'équipe Ligue 2 et voilà, ma carrière elle a débuté à ce moment-là. Donc, quelque part, toi, tu avais déjà connu un premier échec, puisque derrière, déjà, tu n'es pas passé par la voie dite classique, où tu es passé en centre de formation très tôt. Mais derrière, à Caen, tu n'es pas conservé, mais derrière, ça ne t'empêche pas de repartir derrière à Clermont. Et ensuite, est-ce que tu as une idée pourquoi à Caen, tu n'as pas été conservé? Non, c'est le foot. C'est le foot, c'est qu'il y avait d'autres besoins, on va dire, chez les seniors, chez les pros. Donc, voilà, je me suis toujours armé de motivation, de détermination. Je me suis dit, voilà, tranquille, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, j'en ai pas fait une fatalité, une finalité. Donc, je suis parti me chercher. Donc, j'ai trouvé. Et je pense que j'échangerai rien au monde contre cette trajectoire-là. Quand tu arrives à Clermont, justement, tu dis qu'en 4 mois, tu bascules chez les professionnels. Est-ce que toi, déjà, tu étais persuadé, est-ce que tu t'étais donné un objectif en te disant que sous 4 mois, je vais arriver en professionnel? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est arrivé par surprise ou toi, tu étais déjà prêt à cette étape-là? Comment tu l'as un peu abordé, ça? Tout joueur qui intègre une structure professionnelle déjà pour se former a pour ambition et pour rêve de jouer là-haut, quoi. Okay. Moi, c'était mon ambition première depuis petit, c'était d'être un jour professionnel, d'y arriver. Donc, quand j'arrive à Clermont, j'avais l'envie de tout casser, tout simplement. J'ai pas d'autre alternative que le fait de réussir. Donc, j'ai bossé dans le dur. Il y a eu des difficultés, mais j'ai réussi à les affronter grâce à l'aide de ma famille, grâce au soutien des amis. Je me suis battu. On s'est battu parce qu'on est une équipe. On n'est jamais tout seul. Donc, quand tu parles d'équipe, pour bien construire, c'est toi et tes proches dont tu parles. C'est ça, c'est très important de le souligner parce que la réussite, généralement, on aime bien se l'approprier, mais la réussite aujourd'hui, elle est immense et elle est très, très vaste. Les personnes que tu rencontres, les relations, la famille qui est là au départ et les amis aussi qui font en sorte de te garder sur une bonne direction et qui savent te dire les choses quand faut te les dire. Parce qu'à l'inverse, on dit également que des fois, les carrières, ça se bascule sur l'entourage. À l'inverse, donc il y en a qui n'ont pas un bon entourage ou, comme tu dis, qui ont des amis qui vont plutôt profiter, pas forcément te conseiller quand tu as des moments où tu es un peu moins bien. Et des fois, ça donne l'effet inverse. Donc, ça c'est sûr. Du coup, donc toi, tu bascules donc chez les professionnels. Avec Clermont, comment se passent tout de suite tes premiers matchs?
Est-ce que tu as de la pression? Est-ce que tu as de l'appréhension? Ou encore une fois, tu es dans ce mindset-là où tu t'es dit que tu es venu pour tout arracher. Comme tu le disais, tu n'avais pas d'autre option. Et pour le coup, en fait, même jusqu'au niveau professionnel, ça t'a suivi, en tout cas sur tes premiers pas. Pour te dire la vérité, c'est qu'en fait, j'étais vide. J'étais vide, pourquoi? Parce que j'avais qu'une mission. Pour moi, il n'y a rien qui pouvait il y a rien qui pouvait me faire dévier de ma trajectoire. C'est en gros, seul Dieu aujourd'hui, c'est lui le décideur, c'est lui qui voit tout. Donc moi, dans ma tête, c'était ça. C'était, je vais tout donner, je vais faire ce que j'ai à faire, comme ça, j'aurai pas de regrets. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit non, je vais tout arracher, je vais rien laisser à personne. Et c'était ça ma réelle motivation, c'était tout arracher. Parce qu'en fait, on va parler d'un sujet, c'est qu'en gros, on sort de quelque part, c'est la précarité. Mhm. On a des objectifs, on a surtout des impératifs. Okay. Donc aujourd'hui, c'était ça ou rien. C'était ça ou rien, soit tu t'arraches tout, ou soit tu vas te chercher. Et moi, je voulais pas aller me chercher. J'ai eu cette opportunité-là, je l'ai saisie, Dieu m'a facilité. Donc, je me suis accroché. Donc, si je résume bien, toi, par rapport au parcours de vie, etc., toi, en fait, c'est là d'où est venue ta détermination sur le fait que je veux m'en sortir. Quand tu dis que tu voulais pas aller te chercher, c'est que je pense que tu voulais pas faire autre chose que du football, que pour toi, c'était une chance et c'était aussi un moyen de t'élever en tant que personne et de contribuer aussi à aider les tiens. On parle de famille ou de proches. Et donc, toi, en tout cas, c'était cette détermination-là qui a fait que quelque part, t'as pas forcément ressenti de pression. Ça veut dire que tu étais plus concentré sur le fait de réussir plutôt que justement sur le fait de ne pas réussir. Parce que certains arrivent, est-ce que je vais rater ma passe? Tu vois, il y en a qui peuvent être dans le sens inverse. Est-ce que je vais rater? Alors que toi, non. Toi, c'était pas le cas. C'est de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que je réussisse. Donc, ça t'a permis de pas avoir peut-être cette appréhension sur toutes ces choses-là négatives. Non, le mindset, il était clair. Le mindset, c'était que j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Je devais tout donner. Rendre fier les miens, dans tous les cas. À la base, tu le fais pour toi. Mais quand tu mets l'intention de partage, automatiquement, les choses, tu les vois différemment. Donc, l'échec, à ce moment-là, ça n'avait aucune définition pour moi. C'était que du plus. Le fait d'atteindre cet objectif-là, pour moi, c'était vraiment un objectif dans lequel je m'étais vraiment mis en tête qu'il fallait que j'y arrive. C'était simple. Il n'y avait rien d'autre. Ok. Très bien. Du coup, donc à Clermont, tu commences à jouer, ça se passe bien, et à un moment donné, tu es appelé en équipe de France Espoir. Le 24 mars, notamment en 2011, si je ne me trompe pas, donc face à une petite nation qui est l'Espagne. Tu rentres à la place aussi d'un joueur modeste, donc à la place d'Antoine Griezmann. Comment ça se passe cette sélection? Est-ce que pareil, pour toi, c'est une surprise ou tu es toujours dans le mindset, de toute façon, moi je suis là pour tout prendre, donc ça en fait partie. Est-ce qu'il y a comme un sentiment de fierté? Voilà, qu'est-ce que ça change? Voilà. Toi, comment ça arrive? Ça arrive très vite parce que 2 mois avant, j'étais avec l'équipe réserve du Clermont Foot. J'avais enchaîné quelques matchs avec la Ligue 2. Donc cette nouvelle, elle arrive. Je me dis, bon, c'est valorisant. C'est valorisant parce que ça montre que, on va dire, des joueurs de ta génération, tu as un certain potentiel. Donc ça te motive encore plus dans tes objectifs. Donc moi, je l'ai pris comme une réelle fierté. C'est que quelques mois avant, je n'étais pas conservé au centre de formation. On parle vraiment de quelques mois avant, à Caen, pour se retrouver quelques mois après avec les meilleurs joueurs de la génération 90. Donc, pour moi, c'était du bonus. C'était vraiment du bonus, là. Et j'ai pris le moment, là, comme tu prends tout. Tu prends tout, profite, prends tout. Simplement, prends tout. Est-ce que toi, justement, dans ton mindset, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça veut dire que, est-ce que peut-être tu as modifié des choses dans ta façon de faire, ou est-ce que tu t'es dit que tu allais peut-être fonctionner différemment? Parce que quelque part, en étant international, jeune, en plus dans un club comme Clermont, qui n'était pas le Clermont qu'on a connu avec M. Gastien à un moment en Ligue 1, quelque part, tu as changé un peu de statut.
Mhm. Ça, c'est ma première question. Et surtout, la deuxième question, derrière, pourquoi il n'y a qu'une sélection? Bah, il n'y a qu'une sélection déjà parce que je me suis blessé. Je me suis blessé contre le RC Lens. Il y avait, le sélectionneur était venu ce jour-là au stade Gabriel Montpied pour observer. Parce qu'il y avait eu un autre match, il y avait un autre match qui était prévu à Clermont, justement. Ok, Je me fais une fracture du 5e métatarse, malheureusement. Donc, bah, mon aventure espoir se termine. a été freinée. Donc, j'ai eu une convalescence de 3 mois et puis voilà, tranquille. Pour moi, c'était la suite de mon apprentissage, le fait d'être titulaire en Ligue 2, d'être visible, d'être appelé en équipe de France Espoir. Si j'avais dû comment ça s'appelle, j'aurais pensé à ça? Non, jamais. Donc, en fin de compte, c'était que du bonus. Et au niveau du statut, pour répondre à ce que tu viens de me dire, ça n'a pas changé, ça a mis du temps. Ça a mis du temps avant que je me rende compte de la chose. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en aussi peu de temps. Donc, D'accord. j'étais insouciant. Je suis resté insouciant encore très longtemps. Très longtemps. Mm. Ok. Derrière, après, donc Clermont, si tu peux, le club d'après, donc à Clermont, derrière, si je me trompe pas, il y a eu une prolongation notamment de contrat à un moment. Derrière, où tu bascules? Je bascule à Aston Villa en première ligue. Donc, ça tombe dans les derniers jours du mercato. Donc, moi, je m'apprêtais à préparer mon match contre Sedan en Ligue 2. Ah ouais, ça, c'est... Et c'était vraiment un changement d'ambiance. Donc, on va dire, quand mon téléphone sonne, on me dit qu'il y a Villa qui est intéressé parce qu'ils ont un besoin immédiat. Donc, j'y crois pas trop, mais la chose se présente. Donc, c'était une bonne opportunité financière pour le club. Donc, j'ai foncé. J'ai foncé et ça a été vraiment, vraiment une vraie étape de franchie. Car je me suis dit, oui, là, t'as des qualités. Parce que je pouvais encore douter. Je pouvais encore douter du fait que je sois là par chance, Ok, par opportunité, par opportunité, etc. Mais là, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit que je faisais partie des privilégiés et des joueurs qui avaient quelque chose de différent par rapport aux joueurs de ma tranche d'âge. Et qu'est-ce que ça change chez toi? Ça veut dire que là où tu te sens un peu privilégié, comme tu le dis, est-ce que pareil, tu es toujours dans le truc où moi j'avance et entre guillemets je pose pas de questions? Ou là, par contre, malgré tout, en te sentant plus privilégié, est-ce qu'il n'y a pas une forme de doute, enfin de doute ou de pression qui peut arriver à ce moment-là, justement, par rapport également à la concurrence? Parce que quand tu arrives dans cette période-là de Première Ligue notamment, il y a quand même Chelsea, il y a le grand Chelsea, Arsenal de Wenger, donc c'est vraiment l'âge d'or de la Première Ligue. Est-ce que, ou toi, pareil, tu es toujours dans ce que tu dis, tu avances et tu te poses pas de questions? Je suis arrivé, j'étais vraiment comme un gamin dans la découverte des grands stades, des joueurs emblématiques, qui ont marqué l'histoire de leur club, que je voyais quand j'étais chez moi. Mais j'avais toujours cette insouciance-là. C'est après la première saison passée que je me suis réellement rendu compte où j'étais. D'accord. Au départ, pourtant j'ai été beaucoup utilisé sur cette demi-partie de saison pour le maintien. Mais j'étais toujours dans mon mood parce que, encore une fois, les choses elles sont arrivées très vite. Et je veux pas dire que j'ai pas eu le temps de me préparer, mais j'étais plus obligé de faire que de penser. Donc, j'étais obligé de réaliser, de faire. T'étais en permanence dans l'action. Voilà, tout le temps dans l'action. Et j'étais, pour moi, un joueur qui devait faire ses preuves. Okay. Donc, j'avais pas de place à la réflexion, à tout ce qui était autour. J'étais dans, je profite et je prouve, je fais. À partir donc de 2013, il y a un événement pour toi. Tu deviens international A avec l'équipe du Mali. Est-ce que le Mali t'a approché avant? Est-ce que ça se fait vraiment à ce moment-là ou est-ce que des fois il y a des échanges? Et est-ce que t'as hésité? Pas du tout. Non. Là, on a fermé une parenthèse de l'équipe de France Espoir.
moi, depuis le départ, je me voyais international malien. Donc, l'équipe de France Espoir est venue et je le prends vraiment comme une suite de ma formation. Une suite de ma formation. Parce qu'à ce moment-là, l'équipe du Mali ne m'avait pas appelé. Mais je l'avais toujours revendiqué, mes proches le savent, que je voulais être un jour dans cette équipe nationale. Donc, dès que c'est arrivé, j'ai même pas réfléchi, je suis parti directement. Pourtant, il y avait des personnes qui me disaient « Non, patiente », etc. Chose qu'on voit actuellement fréquemment dans différentes nations. Donc moi, c'était pas un truc qui me traversait l'esprit. Pour moi, je devais aller représenter mon pays comme un soldat et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais du coup, alors, c'est quoi le rapport que tu as avec le Mali jusqu'à ce moment-là? Quand je dis rapport, est-ce que à la maison, l'éducation, les valeurs, peut-être la langue, peut-être la cuisine, est-ce que tu allais régulièrement ou pas? Est-ce que voilà, tu avais déjà ce sentiment d'appartenance? Comment il a été entretenu plutôt par rapport au Mali? Parce que moi, si je prends par exemple un exemple personnel, moi, j'y allais pas souvent. J'ai eu plutôt une éducation où il fallait essayer de s'adapter au maximum à ce qu'on faisait ici en Europe. Donc, ça a pris du temps dans mon cheminement pour vraiment avoir un sentiment d'appartenance par rapport à mon pays. Toi, est-ce que c'était le cas ou pas du tout, ou vraiment c'était tout le temps entretenu? Ça a toujours été entretenu. Nos parents, étant petits, ça économisait pour aller faire les 2 mois au pays avec tout le monde. Donc après, voilà, au fur et à mesure du temps, les billets sont devenus inaccessibles. donc c'était un autre projet. Donc quand les parents avaient la capacité de le faire, on allait au pays. On allait au pays. À la maison, voilà, c'est plat local. Après, avec l'avancée culinaire, etc., on a adapté un peu l'alimentation, tout ça. Mais la base des bases, c'est que je suis d'origine malienne, de parents maliens. Donc chez moi, je suis malien. C'est comme ça. Je suis malien et fier. J'ai une question justement par rapport à ça. Tu l'as un peu évoqué sur les joueurs qui hésitent. Dans ce cas-là, si pour toi c'était clair dans ta tête, est-ce que tu n'aurais pas pu refuser l'équipe de France Espoir? Parce qu'effectivement, il y a 2 fois le débat. Certains jeunes joueurs qui, par exemple, vont en équipe de France, vont même faire les compétitions, Espoir, et une fois que ça s'arrête, par exemple, leur Espoir, ils vont dans leur pays d'origine. Est-ce que toi, à ce moment-là, je pense que, comme tu as dit, c'était dans le cheminement, dans le prolongement. Mais est-ce que tu ne penses pas que si je décide de jouer pour le Mali, il faut peut-être refuser la sélection Espoir ou toi, à ce moment-là, comme tu as dit, c'est dans le cheminement, c'est une opportunité, un moyen de progresser. Et puis, il ne faut pas se mentir, même aujourd'hui, sur la valeur marchande derrière. Alors, peut-être que toi, tu n'y pensais pas à cette époque-là, mais ça en fait partie. Est-ce que si l'équipe de France A t'avait appelé, est-ce que tu penses que tu aurais été en capacité de refuser ou Pour répondre à ce que tu viens de me dire tout de suite, c'est que déjà, la sélection Espoir, sauf motif blessure ou je ne sais où ou quoi, tu peux pas la refuser. Donc ça veut dire que au niveau de mon cursus, de ma formation, c'était plus de matchs, plus d'espérance à emmagasiner. Et à ce moment-là, on m'avait pas contacté du côté du Mali. Pourtant, j'étais prêt à rejoindre la sélection. Même si c'était l'équipe jeune U19, U20 du Mali, tu serais parti? J'étais présentable pour l'équipe A. A, mais à ce poste-là, il y avait des vrais soldats, des vrais joueurs solides. Voilà, Donc, des vrais joueurs solides. Donc, pour moi, c'était clair. C'était le Mali. Et puis, c'est tout. Moi, je regardais les matchs à l'époque quand ça passait sur Eurosport. J'étais avec mes cousins dans le salon, avec mon frère. On se prenait pour Seydou, pour Momo Sissoko, pour Federico Marcanouté. Nous, c'était ça qu'on voulait devenir. Okay. Parce que après l'équipe de France, voilà, c'est là, c'est présent. Mais moi, je suis malien, j'ai toujours revendiqué, j'ai toujours voulu jouer pour ma patrie. Et puis, c'est tout. Du coup, quand ça arrive, donc à cette première sélection, derrière, est-ce que tu joues tout de suite? Tu parlais effectivement des joueurs qu'il y avait. Seydou Keita, sacré joueur, passé par Lens, Séville, Barcelone. Il y avait quand même un joueur qui, pour moi, est un peu sous-coté, Mamadou Diarra,
notamment qui est passé du côté de l'Olympique Lyonnais et du Real de Madrid. Est-ce que parce qu'en plus, c'était des joueurs, toi, tu étais quand même milieu de terrain, c'était des joueurs qui étaient à ton poste. Est-ce que tu es arrivé tout de suite à jouer, à t'imposer? Comment ça s'est passé en termes d'ambiance, justement, pour toi? En fait, je pense que c'était une période de transition. Après, on sait qu'en sélection, ça tourne vachement parce qu'avec les formes, on va dire, des joueurs dans leurs différents clubs, etc. Et moi, issu d'un club de PL, de Première Ligue, jeune, donc on m'a donné ma chance. On m'a donné ma chance immédiatement, on m'a fait confiance. Voilà, j'ai été très bien accompagné par les anciens. Et voilà, j'ai joué d'emblée, quoi. J'ai joué d'emblée. Et après, la suite de ma carrière internationale, c'était chaque sélection, 90 minutes. Okay. Donc, 90 minutes. Voilà. Du coup, derrière, donc avec le Mali, tu as fait 2 CAN. Donc, il y a une en 2015 en Guinée équatoriale et tu as fait en 2017 au Gabon. Étant donné que tu jouais tout le temps, comme tu l'as dit, 90 minutes, pour toi, la CAN, ça n'a pas été une surprise forcément d'être appelé. Mais on sait qu'il y a la particularité que les CAN se trouvent en milieu de saison. Je crois qu'à ce moment-là, tu étais à Kayserispor, si je ne me trompe pas. C'était à Kayserispor. Donc, est-ce que c'était pour toi, forcément, est-ce que c'était quelque part l'objectif de la saison? Et comment, toi, tu l'as abordé, cette première grande compétition internationale avec ton pays? Le fait d'être parti à Kayseri, en fait, seul moi je sais, c'est que je voulais avoir la possibilité de jouer tous les matchs pour pouvoir être présentable et prêt pour cette Coupe d'Afrique. J'aurais pu faire 15 000 autres choix qui auraient été plus bénéfiques pour la suite de ma carrière. Mais voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc ça m'a permis de me mettre en évidence, de prendre de la confiance dans un championnat débridé aujourd'hui. Et ça m'a permis d'aller faire cette première Coupe d'Afrique aux côtés de grands joueurs. Voilà. Donc toi, ce que tu dis, c'est que ton objectif à ce moment-là, c'est de faire la CAN. Et donc, tu fais ce choix-là, qui peut être à un niveau peut-être moindre, mais au moins, tu savais que tu allais jouer et être arrivé en forme. Donc, sur cette saison, tu avais mis priorité sur le Mali et sur la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais pas sûr d'être titulaire. Et on n'est jamais sûr d'être titulaire. Mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et je le répète encore une fois, j'aurais pu faire un autre choix que d'aller à Kayseri. Mais bon, les choix, c'est comme ça. On fait des choix, faut pas les regretter. Donc, je suis parti là-bas, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir être éligible à cette liste. Après, le coach a fait ses choix. J'ai pu jouer cette première CAN en tant que titulaire. Et ce fut une très grande fierté, vraiment. Est-ce qu'à un moment, parce que effectivement, tu as connu des clubs plus prestigieux quand tu es en Turquie, est-ce que malgré tout, il n'y a pas des moments où tu te dis qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas, peut-être un entraînement pendant un match ou par rapport au niveau des coéquipiers. Est-ce qu'il n'y a pas de moment où tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? Et si ces moments-là arrivent, qu'est-ce qui permet de tenir jusqu'à l'objectif? Parce que c'est vrai que 6 mois, ça peut être court, mais ça peut être aussi long, très long en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. En fait, j'ai été prêté 1 an. Donc, il y a un moment donné, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'aurais pu être prêté en Ligue 1 ou même en Championship ou même ailleurs dans des championnats plus prestigieux. Mais comme on dit, on accepte son destin. Tu fais des choix, c'est comme ça. Il y a des moments, c'était difficile, surtout dans un contexte des fois un peu compliqué, parce que voilà, la Turquie a ses qualités, mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Quand ça gagne, c'est bon pour tout le monde. Quand ça perd, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut trouver des fautifs. Mais ce fut une espérance, franchement, de fou. En fait, et c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir me développer, de jouer mon football, à un moment donné. Est-ce que tu peux être un peu plus précis, te développer sur quel aspect, par exemple? Juste fait. Okay. Fait, sois efficace pour l'équipe, fait. Donc, tu avais une forme de liberté. J'avais une forme de liberté, sur un point de vue, on va dire pas défensif, mais offensivement. Donc, je me faisais pas contrer et que il y avait pas de risque. En gros, j'étais libre. J'avais pas cette pression d'être bridé à un poste défensif, contrôle passe, etc. Donc, je pouvais faire en sorte de me développer. Je me suis trouvé là-bas. Quand je suis allé là-bas, je me suis trouvé. Okay. Donc, du coup, tu avais non seulement
en plus du temps de jeu, des minutes que tu cherchais, tu as pris du plaisir. Et comme tu as pris du plaisir, certainement que ça s'est ressenti dans tes performances. Et du coup, quand tu es arrivé en plus en sélection, bah, tu es arrivé en totale confiance et à ton meilleur niveau. Pour remettre un peu le contexte, vous êtes dans une poule en 2015 qui est quand même pas une petite poule. Vous êtes avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry, donc il y a vous le Mali, et puis il y a le continent, donc le Cameroun. Déjà sur le papier, c'est quand même une très grosse poule. Vous, en tant que groupe, comment vous l'appréhendez? Est-ce que toi, sûr de tes forces, que ça va le faire? Est-ce que sur le papier, on peut considérer que le Mali est favori quand il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Dans quel état d'esprit tu étais? Favori, oui. Parce que la dernière CAN en Afrique du Sud, troisième. Terminé troisième. Ok. Après, c'est des pays en quelque sorte rivaux dans le football. Que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, et surtout la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun. Le Cameroun avec un palmarès sur le continent qui était impressionnant. Donc nous, on y va pour gagner. Ça, c'est automatique. Quand tu finis troisième, tu aspires à faire au minimum ça. Donc on y allait confiant. On y allait confiant, surtout que c'était dans un contexte très particulier. Parce que la CAN, il y avait Ebola. Je dis pas de bêtises. Il y avait Ebola. Donc c'était une CAN qui a été organisée vraiment, vraiment avec les moyens du bord. Donc, mais nous, on était prêts. Je dis moyens du bord, c'est par la CAF, quoi. Parce qu'en fait, le Maroc s'était retiré, etc., au dernier moment, etc. Ils ont même été suspendus. Donc, c'était un contexte particulier, mais nous, on y allait pour faire un résultat. Donc, derrière, vous faites 2 matchs nuls. Et puis vient ce dernier match où vous jouez contre la Guinée. Donc vous êtes ex-aequo avec la Guinée. Donc vous êtes ex-aequo, une égalité totale sur les points, mais aussi sur les buts marqués, sur les buts encaissés, ce qui est déjà pas évident. Donc match décisif. Le gagnant se qualifie tout simplement pour le prochain tour. Toi, à ce moment-là, pareil, est-ce qu'on est toujours dans la confiance? Parce que comme tu disais, malgré tout, on a fini troisième en 2013, mais là, on a 2 résultats qu'on peut considérer en fonction de l'angle, mais si on parle de favoris, peut-être négatif sur le fait qu'il n'y ait pas de victoire. Est-ce qu'il y a toujours cette confiance-là qui est présente? Comment on aborde ce match-là? Toi, comment tu es à ce moment-là? Est-ce que tu es toujours dans la dynamique où, quoi qu'il arrive, moi, j'avance, je ne me pose pas de questions? Ou est-ce qu'on a quand même la pression avec la dimension que la Coupe d'Afrique des Nations peut avoir, avec la dimension que ça peut avoir de représenter son pays? Là, je vais introduire quelque chose. Là, c'est que avec l'équipe qu'on avait à cette période-là, on pouvait largement prendre cette Coupe d'Afrique. Parce qu'il y avait un mélange d'anciens qualitatifs qui évoluaient à cette époque-là dans des clubs solides et des jeunes en devenir. Mais en fait, il y avait une hiérarchie. En gros, il y avait les anciens, il y avait les jeunes. Donc nous, on était les soldats des anciens. Et il y avait du respect. Tu vois. Donc ça a constitué un magnifique groupe. Mais quand tu arrives à un match au couteau contre la Guinée, après avoir fait 2 matchs nuls, tu te dis non, tu n'as pas d'autre alternative que de gagner. Donc on se dit, on est des hommes, on va y aller pour gagner. Et malheureusement, voilà, on fait match nul. Et donc sur ce match-là, notamment, donc il y a ouverture du score de la Guinée par Kevin Constant sur penalty. Et peut-être un joueur aussi un peu sous-coté, passé notamment par le Milan AC, équipe de France de jeunes. Derrière, il y a un penalty pour le Mali, qui est raté, penalty raté par Sédou Keita. Vous finissez par égaliser. Déjà, il faut le dire, peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais le règlement donc stipulait qu'en cas d'égalité parfaite, ça jouait sur un tirage au sort. Exact. Les joueurs, est-ce que vous étiez au courant avant que ça pouvait jouer au tirage au sort, ou est-ce que tout le monde se disait pour que ça arrive au tirage au sort, il faudrait un miracle? Est-ce que vous étiez au courant avant? Franchement, la question s'est posée les deux jours avant le match. En fait, on s'est dit,
bah, si on est égalité, comment ça se passe, etc. Il y avait des incertitudes, etc. Donc, à l'issue de ce match, on fait un partout. On se dit, c'est comment? On se regarde là, comme ça, tous sur le terrain, les Guinéens et les Maliens. Personne ne veut sortir du terrain. On se dit, non, c'est du football, quoi. C'est pas possible. Là. C'est une blague. Il y aura un coup de fil de la CAF ou la fédération qui vont dire, ah, vous pouvez jouer. Non, le règlement, c'est le règlement. En cas d'égalité parfaite, tirage au sort. Pour encore être sur le match, pour essayer de comprendre toujours mentalement, il reste 5-10 minutes. C'est quoi un peu l'attitude? Ça veut dire qu'est-ce qu'il reste 5-10 minutes? C'est de se dire, bah écoute, on va essayer d'aller mettre ce deuxième but de toute façon perdu pour perdu. Ou est-ce que bah on veut surtout pas prendre le risque de se faire éliminer au dernier moment? Ou est-ce que c'est bah on se regarde et puis ça jette un peu la pièce? Parce que des deux côtés, ça devait être quand même particulier. Est-ce que ou ça s'est fait sans vraiment se poser de questions Ah non, 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 non. Ah là, la Guinée voulait nous taper et nous, on voulait les taper, on voulait les plier. Mais l'opportunité, elle s'est pas présentée. Donc, ça s'est terminé sur un match nul. On était tous énervés, tous... et on avait plus de pêche. On avait plus de pêche. On connaissait la suite. Et donc, coup de sifflet final. Donc là, on se dit que donc, le tirage au sort a été fait le lendemain. Chaque personne envoyait un représentant lors du tirage au sort. Pareil, toi, mentalement, avec les autres joueurs du groupe, parce que là, malgré l'expérience énorme de certains joueurs comme Seydou Keita, bah, situation exceptionnelle, elle s'est produite qu'une fois en Afrique, c'était en 1988 notamment. Comment est-ce qu'on arrive à dormir la nuit? Est-ce qu'on arrive à manger? Est-ce qu'il n'y a pas le coup de fil de la famille? Comment ça? Est-ce que le coach à ce moment-là même il arrive à avoir des mots? Voilà, on sait qu'il y a des choses qui peuvent prendre des proportions. Le coach il passe pas, il est déjà éliminé. Enfin, il peut avoir déjà un milieu de scénario. Toi et le groupe, comment vous êtes à ce moment-là? En fait, on était en train de s'interroger sur le déroulement de la journée qui allait suivre, en fait, par rapport au tirage au sort. On pouvait que attendre. En fait, on pouvait que attendre. Et vu qu'on était dans une compétition qui était la CAN, en fait, tu pensais à te reposer. Parce que tu enchaînes les matchs, les voyages, etc. Donc, on pensait à se reposer. On cherchait aussi à savoir à quelle heure ça allait être fait, etc. Il n'y avait pas d'infos là-dessus? Non, c'était comme, vu que c'était une Coupe d'Afrique qui était organisée un peu, on va dire, au dernier moment, ouais. Tout ça, fallait trouver un système pour pouvoir présenter cette situation-là, quoi. Donc, est-ce que ça a donné, excuse-moi de te couper, est-ce que ça donnait pas l'impression que même la CAF ne s'était pas préparée à ce scénario-là? Je pense qu'aucune instance se prépare pour ça. En gros, c'est parce que c'est vraiment horrible. C'est la dernière ligne du règlement. Voilà, c'est horrible. Même, on se dit, non, j'espère pas. Mais en fin de compte, c'est arrivé. Donc nous, on était dans un état d'esprit d'attente. On était dans de l'attente, c'est tout. On ne pouvait que attendre. Du coup, donc le lendemain, il y a le tirage. Donc chacun a ramené son représentant. Et effectivement, y avait, chacun devait prendre une boule et tirer le papier pour savoir. On voit sur l'image que j'ai pu voir que, en fait, ça donnait l'impression, paix à son âme, le représentant du Mali d'ailleurs qui est décédé, on dirait presque que ça glisse, je ne sais pas si c'était par stress, mais celui de la Guinée, il sort le papier avant, donc lui, il célèbre, mais on sent qu'il se retient de ne pas trop célébrer. Bon, naturellement, celui du Mali, il n'avait même plus envie d'ouvrir la boule parce qu'il avait compris. Là, à ce moment-là, quand vous la prenez comment? Et à ce moment-là, il y a quoi dans la tête? Nous, on l'apprend, on était en train de faire une sieste. On était en train de faire une sieste à l'hôtel. Et en fait, on l'apprend par des pleurs, quoi. Il y avait quelques supporters privilégiés qui étaient avec nous. Donc, j'entrouvre la porte et j'entends des pleurs et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a le coach adjoint qui dit, c'est la Guinée. Donc, la Guinée quoi? Je dis, ouais, c'est la Guinée qui passe. Je referme la porte et je me dis, ah ouais, c'est bon, c'est fini, mais c'est une blague, quoi. Donc après, tu as ce sentiment d'injustice qui remonte progressivement, la déception, pas que pour toi, hein, mais pour le peuple, parce que tu te dis que tu as échoué. Et sortir comme ça, c'est que
bah, tu sors sans les armes. Tu t'es pas battu. Tu t'es pas battu. On s'est battu les 3 matchs, mais tu sors. Mais ça aurait pu être autre. Donc, Si, par rapport à ce que tu dis là, le fait de se battre, peut-être que je provoque un peu, mais aujourd'hui, on peut ressortir de cette CAN que le Mali a été éliminé par tirage au sort. Mais est-ce que avec le temps, l'angle n'est pas différent? Ça veut dire de se dire au final, bah, si on avait peut-être fait d'autres choses sur le terrain, ça joue peut-être à un but de plus, ou bah, quelque part, on ne serait pas retrouvé dans cette situation. Est-ce que toi, derrière, tu es plutôt maintenant avec le recul de le dire, bah, c'est vraiment le tirage au sort, ou tu te dis, bah, avec la génération, comme tu disais, qu'on avait, bah, on aurait dû faire mieux sur au moins un des 2 matchs avant, ou sur ce match-là d'ailleurs, et en fait, on n'aurait jamais eu besoin de subir ça quelque part. non, avec le recul, tu peux prendre match par match. Hein, les 3 matchs qu'on a effectués, on aurait pu les gagner comme on aurait pu les perdre. Donc, sur le retour, bah, on se dit, bah, on a fait ce qu'on pouvait, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais cette réflexion-là, elle était sur l'instant T, elle avait même pas lieu d'être. Compliqué, hein. C'était très compliqué parce qu'on était focalisé sur le dernier match de la Guinée. On s'est dit non, la Guinée, dans le groupe, bah, c'était l'équipe qui était censée être la moins forte. Donc, tu fais 1-1, tu fais match nul, oui. Bah, tu te dis, bah, t'as pas fait le taf. C'est aussi simple que ça. T'as pas fait le taf. Ok, la Côte d'Ivoire. Ok, le Cameroun. Ok, tu perds pas. Mais t'as un dernier match où tu dois gagner. Et la Guinée n'a pas été déméritante aussi. Attention. Donc, ça aurait été dans le cas inverse. La Guinée aurait été dans cet état-là aussi. Donc, avec le recul, je me dis que voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais on se dit pas que c'est la faute du tirage au sort. Parce que avec un point de plus ou un but de plus, ça aurait été différent, tout simplement. Derrière ça, donc, Yakou, tu fais une autre CAN également avec le Mali en 2017 au Gabon, où là également vous arrêtez phase de groupe. Derrière, dans ta carrière, donc, tu connais différents clubs, Cluj par exemple en Roumanie, Mali notamment en Belgique. Tu termines à la Berrichonne de Châteauroux. Une dernière question par rapport au Mali. Alors, ils sont souvent, on aime bien se moquer entre pays africains, mais quand on voit le parcours du Mali avec les dernières éliminations, notamment qu'il y a eu sur les 10 dernières années, le Mali a souvent des éliminations cruelles, prolongations, tirs au but, tirage au sort. Est-ce que toi, est-ce qu'il y a une ou 2 raisons est-ce que toi, tu as identifié? Et est-ce qu'au final, aujourd'hui, c'est pas un poids, tu trouves, pour ton pays? Ça veut dire qu'en fait, quand vous arrivez dans des moments importants, il y a toujours, en plus on connaît la force médiatique, il y a toujours ça qui ressort en boucle, le Mali se fait éliminer comme ça, comme ça. Est-ce que toi, tu as une raison? Et est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui pèse? Ou tu penses que c'est quelque chose aujourd'hui qui devrait plutôt une force à prendre pour être capable de passer justement au-dessus et passer ce fameux cap? Parce que, excuse-moi, par exemple, on a sur cette CAN-là au Maroc, quand on a vu le match contre la Tunisie, avec notamment en infériorité numérique, on entendait souvent le fait que les gens se disaient peut-être que là, le Mali est un peu retenu, je ne sais pas, de ses erreurs ou ses mésaventures. Donc, pour toi, est-ce qu'il y a une cause? Et comment, du coup, maintenant, on gère ça? Parce qu'effectivement, à chaque compétition, de toute façon, ça va revenir. Et comment le Mali va pouvoir passer au-dessus? Déjà, pour se dire que ça va revenir, déjà, on n'est pas devin. Donc, moi, je pars du principe que tant qu'on a la chance de pouvoir produire, on va produire. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé avant. Il y a eu de l'apprentissage, il y a eu des erreurs qui ont été faites, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle fédération qui est arrivée à la tête de la Fédération malienne de football, avec plein d'ambition, plein de bonne volonté. Donc, on va accompagner, on va supporter. C'est tout. On va accompagner, on va supporter. Parce que le passé, souvent, ça aide. Ça aide à ne plus reproduire les erreurs qu'on a pu faire avant. Mais ressasser le passé, souvent, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en soi, ça peut te mettre dans des réflexions qui ne seront pas productives. Okay.
Aujourd'hui, le football, là, il t'attend pas. Le football, il veut que tu fasses. Donc, moi, je suis dans, c'est comment maintenant. Eux, ils sont dans, c'est comment maintenant. Donc, maintenant, on va voir comment ça va prendre, hein, parce qu'il y a une nouvelle fédération qui est là, qui est remplie de très bonne volonté, je répète. Donc, il y a une restructuration qui est en place. Et j'espère que ça va faire les beaux jours du pays et du football malien, tout simplement. Comme on dit, un peuple, un but, une Tout fois. à fait. On est toujours derrière le Mali. Toujours. Voilà. Et justement, maintenant qu'on s'approche de la fin, Yacouba, toi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu as arrêté ta carrière à Châteauroux, tu as embrassé une autre carrière, donc une carrière d'éducateur, entraîneur ou formateur. Déjà, est-ce que tu peux en parler, même si moi, évidemment, je suis un peu au courant, mais est-ce que tu peux en parler C'est une page qui se tourne, hein, qui s'est tournée depuis bien longtemps, déjà dans ma tête, hein, parce que là, tu as cité la Berrichonne Châteauroux, mais je ne me considérais pas joueur là-bas. Donc, j'avais déjà fait 1 an sans jouer, et le coaching, j'étais déjà dedans, au plus bas niveau. Donc, c'est là que je me suis vraiment dit que c'est quelque chose que j'aimerais faire partager. Donc, de commencer dans les bas-fonds, à travers mes diverses expériences à l'étranger et dans différents clubs. Moi, je voulais proposer à la jeunesse qui m'entoure un semblant ou même des choses qui allaient les valoriser et qui allaient me permettre aussi, moi, de m'exercer sur eux aussi. Voilà, c'est du donnant-donnant. Et je me suis pris de ça, d'amour pour cette nouvelle reconversion, le poste d'éducateur, comme on l'appelle. Où après, par la suite, j'ai pris les devants pour aller me former, pour formaliser tout ça en diplôme, en UFAA, en BEF. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais continuer. Je vais continuer parce que je sais que même si je suis claqué, je suis fait pour ça. Je sais pas. Comme disaient les Ivoiriens, on est nul, mais on est qualifié quand même. Voilà, même si je suis claqué, je vais essayer. Peut-être que je serai très bon, peut-être que je serai nul. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis découvert des qualités à travers cette nouvelle passion. Quoi comme qualité? Parce que tu peux en sortir une. Franchement, la patience. La patience. Beaucoup plus patient qu'en étant joueur ou Non, en fait, c'est t'apprends de l'humain. Parce qu'en fait, quand tu diriges en quelque sorte, t'encadres, c'est le rapport humain qui prime. Dans le football, quand tu joues, on parle de rapport humain, mais quand tu es éducateur et coach de l'autre côté de la barrière, le rapport humain, si tu ne l'as pas, tu es mort. Donc, à travers cette expérience-là à la jeunesse étampoise, auprès de jeunes que je connais, en fait, j'ai reçu une multitude de compétences, en fait, de situations qui m'ont fait que voilà, je me suis construit en tant qu'éducateur de cette base-là. Et ensuite, voilà, l'aventure s'est arrêtée en milieu de saison parce que j'avais un besoin d'aller voir un peu plus haut. Donc, je remercie aussi la jeunesse étampoise d'avoir signé ma première convention pour que je puisse aller au BE. Et après, aussi, je remercie aussi le club de Grigny qui m'a donné l'opportunité aussi de prendre leur équipe première. Donc, ça a duré 6 mois. C'était 6 mois intenses avec 6 mois une mission commando. Voilà, une mission commando qu'on a réalisée avec les joueurs, le staff et le club. Voilà, aujourd'hui, le club est à sa place, est resté à sa place. Et j'espère qu'il atteindra ses objectifs dans les années à venir. Donc, l'aventure, moi, s'est arrêtée là en fin de saison parce que j'ai reçu une proposition d'intégrer le staff, le centre de formation du club d'Amiens, où je vais continuer à me formaliser. Parce qu'avant, j'étais dans l'adaptation. Là, maintenant, je vais être la programmation et il faut savoir faire. Et voilà, ça va être ça, la suite de mon parcours. Et avec d'autres objectifs qui me tiennent à cœur. Donc, je vais travailler dur. Je vais me rendre compétent et légitime pour pouvoir atteindre mes objectifs individuels. Tout en transmettant ce que je sais, mon savoir et ma passion du football. Parce qu'il faut quand même, tu l'as pas dit par souci d'humilité, mais tu es quand même parti à la jeunesse étampoise. Alors c'est ta ville, comme tu l'as dit au départ, mais qui était en D2, si je ne me trompe pas. En fait, ils étaient en D3, et l'équipe B, elle était en D4. Donc c'était une saison
La première saison, c'était une saison très chargée parce qu'en fait, je coachais tout le monde en même temps. Donc, il y avait des différences de niveau, mais vraiment, vraiment, vraiment atroces. Donc, les gars aussi ont joué le jeu parce qu'ils ont été présents, ils ont adhéré. C'était pas facile pour tout le monde. C'était pas facile non plus pour moi. Mais je l'ai toujours pris comme un enseignement, en fait. Je me suis jamais plaint, même en étant à Grigny, je me suis jamais plaint. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Je garde ça en moi. Et ce qui est dans mes capacités, je le fais. Si c'est pas dans mes capacités, je laisse. Mais ce qui est bien, ce qui ressort en tout cas, c'est que tu as quand même eu, pour moi, le courage ou la volonté d'aller donner un coup de main à ton club d'origine. Tu aurais pu dire que tu vas pas parce que le niveau est pas terrible. Tu es quand même parti. Ça prouve l'attachement que tu as eu à ta ville. Pour moi, même si c'est pas la même chose, mais à l'image, à l'instar de l'amour que tu as pour le Mali. Donc, en tout cas, tu as montré de l'amour et tu es parti donner un coup de main là-bas. Après, comme tu l'as dit, tu as eu l'opportunité à Grigny qui t'a permis, parce que même si on aime certaines choses, au bout d'un moment, pour évoluer, tu as passé ce cap-là. Et aujourd'hui, en 6 mois, un peu comme ton passage Clermont, toi, ça va très vite, puisqu'aujourd'hui, tu te retrouves en centre de formation, donc du côté de l'Amiens SC. Donc, comme moi, il y a quand même des choses qui se retrouvent. Moi, la question que je voudrais te poser par rapport à ça, c'est aujourd'hui, tu es à Amiens, il y a le cursus. Si on reprend le même cursus que joueur, ça veut dire que la prochaine étape, bien évidemment, avec le travail, le diplôme et les compétences, est-ce que derrière, il n'y a pas la volonté, pourquoi pas un jour donner un coup de main au Mali et de, comme tu l'as dit, ne pas ressasser le passé et toi aller faire et pourquoi pas servir ton expérience positive, mais aussi des petites erreurs que vous avez faites pour pourquoi pas donner un coup de main à la jeunesse malienne, que ce soit sur les catégories du 7, 20 ou... Chose qui est claire, c'est que je répondrai toujours à l'appel de mon pays. Donc, je suis patriote, fier de l'être. Donc, pour l'instant, comme on dit, ça se construit. Ça veut dire que je dois me formaliser, je dois pratiquer, je dois être patient. Parce que c'est pas intéressant demain de se dire, oui, est-ce carrière de joueur professionnel, tu te retrouves à être sur un banc en tant qu'adjoint en Ligue 2, mais tu sers à quoi, tu vois? Faut être réaliste. Aujourd'hui, faut être prêt. Faut être prêt quand t'arrives, faut être prêt, faut pouvoir faire, comme je dis. Et faut être compétent. Du moins, faut être compétent. Donc, moi, la seule chose que je suis sûr aujourd'hui, moi, c'est mon rapport d'homme envers les hommes. Parce que je ne ferai jamais ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, dans un premier temps, c'est ça. C'est ma ligne directive. Après, dans un futur proche ou lointain, seul Dieu sait ce qui me réserve, que ce soit bon ou mauvais. En tout cas, je vais faire ce que j'ai à faire. Et si demain, la finalité que je souhaite, c'est de contribuer à l'évolution du football malien, je répondrai vraiment, vraiment, vraiment avec un grand oui. Mais pour l'instant, je dois me formaliser, avancer. Ça prendra peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, peut-être 2 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis focalisé sur un projet, c'est le projet à Amiens, où je vais devoir réaliser des choses, je vais devoir bosser, accompagner les jeunes. Donc, c'est ça ma priorité tout de suite. Donc, l'idée, c'est effectivement de te former, d'avoir les compétences, de mériter aussi. Exactement. Il ne suffit pas juste d'être un ancien international, parce que je ne l'ai pas abordé, mais d'avoir eu le brassard notamment sur une compétition, que ça fait toi forcément quelqu'un de compétent, ou tu veux vraiment que ta légitimité elle passe sur le terrain. Encore une fois, on revient à ce que tu as fait aussi un moment en tant que joueur, où malgré le fait qu'on ne garde pas à Malherbe, tu as rebondi à Clermont. À Clermont, même si ça a été très vite, mais c'est le terrain qui a fait que tu es passé avec les pros, c'est le terrain qui a fait que tu étais en équipe de France Espoir et que tu bascules à Villa, et ainsi de suite. Donc voilà. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui connaît un échec, peu importe la forme, toi, on a parlé du tirage au sort avec l'équipe du Mali, mais ça peut être dans un autre domaine, et la personne veut arrêter, quel conseil, inspiré de ton parcours, s'il y avait une chose pour toi qui serait importante à retenir? J'ai vu que dans tes paroles, tu parles beaucoup de travail, mais il y a aussi toujours une notion de foi que tu intègres toujours.
voilà, toi, s'il y avait une chose aujourd'hui, quelqu'un qui veut arrêter, qu'est-ce que toi, tu peux lui donner, un conseil, une phrase? Après, moi, de mon côté, c'est facile parce que j'ai toujours été résilient. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est pas... Est-ce que c'est forcément facile d'être résilient? Non, c'est pour ça que je te dis que c'est facile. De le dire, Ouais. c'est facile. Donc, c'est... Déjà, dans un premier temps, c'est d'en parler. C'est de parler, de vider son sac, vraiment à une personne de confiance. Parce que souvent, le fait de parler, bah, les gens, ils le voient comme une faiblesse. Donc, faut parler. Faut parler. Et après, faut prendre un peu de recul. Ensuite, une fois que tu as pris un peu de recul, bah, tu analyses ce que tu es en capacité de maîtriser, de faire. Ça, tu le prends et tu agis. Et ce que tu n'es pas en capacité de faire, mais ça, tout doucement, bah, faut s'en détacher. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que... C'est ça qui ramène les échecs. Parce que j'appelle pas ça un échec. Un échec, tu apprends toujours. Mais il faut que ce soit construit. Il faut que ce soit construit. La suite, il faut qu'elle soit construite. Parce que le fait d'arrêter, de dire « Ah, c'est bon, j'arrête », bah, il reviendra le truc. Okay, faut l'affronter. Et donc, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, faut l'affronter, t'es obligé. T'es obligé parce que dans 15 ans, bah, tu t'en parleras pas. Tu vas pas en parler, mais au fond de toi, ce sera pas fini. Donc, faut en parler, faut affronter la chose. Si Dieu fait que c'était un bien, bah, c'est bien. Si c'était un mal, bah, il te montre une autre voie, tout simplement. Faut faire confiance au destin aussi. Mais faut être calme. Faut être calme. Donc, quoi qu'il arrive, pour conclure, même si on a peur, peu importe, il faut avancer. Et puis, t'as pas le choix. Et puis, on voit après. T'as pas le choix. Le train, il passe, le train, il passe, le train, il passe. Et toi, tu vas être là dans tes réflexions, dans tes remords, dans tes ci, dans tes ça. Bah, en fait, tu vas plus te détruire mentalement et détruire ta santé et détruire les gens que de trouver une solution. Donc, voilà, faut en parler. Pour toute personne, on va dire, confrontée à des situations d'échec ou même de déception de ce que vous voulez, faut en parler. Faut parler, faut pas garder les choses pour soi. Parce que sinon, à un moment donné, ça te ronge. Et surtout, voilà, il y a une partie qui est la plus importante. Voilà, c'est ta foi. On a tous des fois assez différentes et qui sont un peu... Il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, on a tous une foi. Parce que quand tu parles de parler, toi, Yakou, parce qu'il y a parlé à... Ça peut être sa femme, ça peut être son frère, son père, qui tu veux. Mais est-ce que dans le fait de parler, toi, tu parles de ta foi? Est-ce que aussi ça rentre dedans? Ça rentre dedans parce que le fait de parler, ça fait partie des causes qui vont te permettre d'avancer. Tu peux parler à un ami, tu peux parler à ta femme, tu peux parler à ton mari, tu peux parler à ton frère, ton cousin, qui tu veux. Pour qu'en fin de compte, la finalité, bah, qu'il y ait des choses positives qui sortent, pour que tu puisses enfin sortir la tête de l'eau. Et la foi, elle joue un rôle, mais atroce. Parce que la foi te pousse à faire les causes. Donc, une fois que tu as fait les causes, et que tu as placé ta confiance entre les mains de Dieu, à un moment donné, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Il n'y a plus de raison parce que tu vas lâcher les choses, tu vas lâcher prise. Et c'est lâcher prise. Parce que souvent, l'être humain, il pense qu'il maîtrise tout. Mais en secret, on maîtrise peu de choses. Parce que quelque part, dans ce que tu veux dire lâcher, c'est que des fois, il y a des choses même qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. On s'accroche. Mais on s'accroche. On s'accroche. Et derrière, ça a des conséquences parce qu'on est persuadé que c'est bon pour nous et que peut-être après, il n'y aura pas mieux. Exactement. Alors que deux fois, en lâchant, bah, peut-être sur un an, tu vas avoir l'impression que ce que tu as perdu, c'est exceptionnel. Mais en fait, tu ne sais pas que peut-être tu vas avoir quelque chose d'encore plus grand. Et toi, à la fois, tu as aidé justement dans ce lâcher-prise à faire confiance quelque part au futur, à faire confiance à des choses que quelque part, tu ne sais pas si elles vont arriver après. Franchement, je te dis la vérité, c'est que, en fait, on est dans une bulle, le football, où tu penses que cette bulle-là, ça va jamais s'arrêter. Mais une fois que tu as pris conscience que c'est un petit laps de temps et que quand tu vas arrêter, c'est là que tu vas vraiment être adulte, tu vas vite t'en détacher. Tu vas vite voir la chose autrement. En gros, pour les plus précoces, ils commencent à 16 ans et grosso modo, ça termine à 35 ans. À 35 ans, tu fais quoi à 35 ans? À 35 ans, t'es un homme. Donc ta vie, elle commence, normalement. Donc si pendant toute cette période-là, tu étais matrixé dans des choses futiles ou à croire que tu maîtrises tout, que c'est toi qui gères tout, que c'est toi qui truc,
Bah, quand tu vas sortir de ce game-là, Ça va être compliqué. la santé mentale. Comme je dis toujours, hein, ce game-là, il faut sortir avec la meilleure santé mentale. C'est ça le plus important. Alors, Yacouba, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. C'est une conversation qui aurait pu durer encore des heures et des heures, mais on aura le temps de se rattraper autour d'un bon repas. Merci pour tous tes conseils. Merci d'avoir accepté de te livrer, parce que malgré tout, par rapport à l'attachement au pays et à tout ce que tu as pu mettre en place, c'était pas forcément un moment facile. Et ces moments-là, de fois, on n'a pas trop forcément envie d'en reparler. Mais je suis sûr que ton message va pouvoir servir d'exemple à pas mal de personnes. Donc encore, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et comme on dit, je véhicule un message. Tu véhicules un message. Et n'hésitez pas à répondre aux sollicitations. Parce que souvent, il y a plein de faits de société, même à travers le sport, à travers beaucoup de choses, que les gens ignorent. Et c'est à travers ce genre d'initiative qu'on instruit la jeunesse. Donc, voilà, je te souhaite bon courage. Merci. Force, toujours. Et accroche-toi, c'est tout. Merci beaucoup, Yacouba. Au passage, donc, je remercie également Casly Studio pour cette belle pièce et la production. Un remerciement particulier pour le rêve, même s'il n'aime pas quand on parle de lui, mais je ne dirai pas son nom, mais je le remercie parce qu'il m'a soutenu. Ça fait 4 ans, moi, que je réfléchissais à faire un podcast sur différentes formes, et il a fait partie des personnes qui m'ont un peu bougé pour, comme tu disais, faire les choses et pas juste avoir les choses en tête. Donc, je le remercie. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Le podcast sera disponible en écoute, mais également sur les différents réseaux sociaux. Pour terminer, Yacouba, pour conclure l'émission, je te remercie encore, et à toi d'éteindre la bougie blanche.